Déjà, merci beaucoup, Amandine pour l'invitation et ravi d'être, présent avec vous. Alors normalement, vous voyez bien mon écran, si je vais, Oui, c'est dedans, parfait. parfait. Merci pour Donc peut-être pour vous donner un petit peu de contexte sur ce baromètre. Donc moi, je m'appelle Jérémy Luancy, je suis, doctorant à l'Ascenseur, je fais ma thèse. Si tout va bien, je croise les doigts, l'année prochaine, je devrais avoir terminé. Hem et donc l'idée de l'Ascenseur, c'est de fédérer un collectif d'associations, une centaine d'associations, toutes dédiées à l'égalité des chances, mais de manière à chaque fois différente. Il y en a qui vont le faire par le sport, d'autres par la culture, d'autres par l'engagement citoyen, l'éducation, l'insertion professionnelle. Chacune a un petit peu sa spécificité. Et le but, c'est de collaborer tous ensemble pour porter nos actions de plaidoyer, pour permettre aux jeunes d'avoir des parcours d'accompagnement un peu plus 360. Et dans ce cadre-là, bah, le baromètre s'insère parfaitement parce que l'idée, c'est d'avoir une base un petit peu plus robuste de chiffres pour dresser un constat, celui de certaines inégalités, que je vais essayer de vous présenter de manière la plus exhaustive possible. Et puis permettre aux associations d'avoir les bons chiffres quand elles déploient leur plaidoyer, et aussi permettre aux jeunes d'avoir les arguments un petit peu de leur soulèvement et de leur émancipation. Une fois que tout ça est dit, pour vous parler rapidement de la méthodologie, alors c'était pas Ipsos, c'est l'IFOP avec lequel on l'a fait. C'était important pour nous d'avoir un institut de sondage un petit peu robuste pour légitimer les résultats de ce baromètre. On l'a fait sur 2000 jeunes parce que, comme je vais vous le montrer, le vrai intérêt d'avoir une cohorte aussi élevée, c'est pas si fréquent sur ce type d'études, c'est vraiment de pouvoir faire des croisements et donc d'être le plus spécifique, le plus précis possible sur les publics et le constat qu'on peut en faire. On a pris 12-30 ans pour être vraiment représentatif de toute la jeunesse, ce qui est une petite complexité statistique parce que les 12-15 ans, il faut demander l'autorisation aux parents, donc c'est pas les publics les plus simples, mais au moins c'est vraiment représentatif d'une bonne partie de la jeunesse. Et comme le disait Amandine, on est sur la perception des inégalités. Donc ça, c'est très important parce qu'on n'est pas sur les inégalités factuelles que les jeunes ont vécues, on est sur les inégalités qu'ils ont ressenties. Il y a déjà beaucoup d'études sur les inégalités de manière factuelle. Nous, ça nous intéressait d'avoir vraiment le ressenti des jeunes parce que d'une certaine manière, en fait, qu'ils aient vécu ou non vraiment l'inégalité, le fait même qu'ils la perçoivent, ça dit déjà quelque chose, pardon, sur notre société, sur certaines formes de ressentiment qu'ils peuvent avoir, certaines manières de se comporter. Euh, et on le verra, le simple fait des fois de ressentir des inégalités, ça pousse à adopter certaines stratégies qui orientent leur comportement. Donc pour nous, c'était très important de s'axer sur cet angle-là spécifique de la perception. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde sur un peu la méthodologie qu'on a utilisée. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, avec une statistique. Alors, malheureusement, ce ne sera pas le séminaire le plus joyeux que vous allez avoir, parce qu'il y a beaucoup de chiffres sur les inégalités, mais j'essaie de vous montrer à chaque fois des solutions quand même. Euh, Au niveau de la perception des inégalités, il y a 64% des jeunes qui considèrent que la société française, elle est injuste. C'est un petit peu moins qu'en 2024, dans notre précédent baromètre, et finalement, c'est pas très différent de la moyenne des Français. Euh, L'IFOP avait posé la même question à l'ensemble des Français, donc pas les 12-30 ans, mais l'ensemble des Français. Et on avait à peu près le même taux, donc les jeunes ne sont pas si différents, mais par contre, leur sujet de préoccupation est très spécifique. On a beaucoup plus les thématiques environnementales, les thématiques de l'inégalité de genre qui ressortent, par exemple. Et ce qu'on voit, et donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir une cohorte assez grande, c'est que ces inégalités, elles touchent beaucoup plus, enfin en tout cas ce sentiment de société injuste, elles touchent beaucoup plus les femmes que les hommes, beaucoup plus les jeunes issus de communes rurales que ceux d'agglomérations parisiennes, et beaucoup plus ceux qui viennent de milieux modestes que ceux qui viennent de milieux plutôt privilégiés. Donc on a vraiment cette espèce de sentiment à l'égard de la société qui est spécifique à chaque jeune et qui est globalement assez injuste. Et donc nous, toute l'idée de ce baromètre, ça a été de comprendre un petit peu pourquoi, au travers des différents champs. Alors, vous retrouvez les principales verticales dont je vous ai parlé juste avant sur les associations du collectif. Euh, Santé et santé mentale, école, insertion professionnelle, engagement citoyen, culture et sport. Ça a été un petit peu les champs d'action pour bien comprendre tout ce qui entoure les jeunes et comment ils se perçoivent dans la société. Au niveau de l'éducation, on leur a demandé, d'après vous, c'est quoi les principaux facteurs qui vous permettent de réussir, qui vont influencer vos chances de réussir. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu 2 réalités qui se manifestent. Le premier, c'est le critère de travail, d'effort, qui est quelque chose d'assez, méritocratique. On retrouve vraiment cette notion de mérite. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un narratif qui plaît ou en tout cas qui convainc beaucoup plus les enfants d'ouvriers.
Par contre, le diplôme, la valeur du diplôme, c'est quelque chose qui convainc beaucoup plus les enfants de cadres. Et plus particulièrement, on se rend compte que ce narratif, il s'étiole d'une certaine manière quand on ajoute certaines caractéristiques. Ici, si on croise par exemple le genre et l'origine géographique, on se rend compte que, les jeunes hommes, parisiens, ont beaucoup plus tendance à croire au diplôme que les jeunes femmes issues de ruralité. Et donc, bah, de tout ce récit, il y a des choses à en dire et donc on leur a posé on leur a donné des phrases, on leur a dit à quel point est-ce que vous êtes d'accord avec ces phrases. On leur a dit par exemple: «Au cours de mes études, j'ai disposé des bonnes informations pour m'orienter». Déjà, ce qu'on voit, c'est que les 2 tiers sont, d'accord avec ça, mais encore une fois, lorsqu'on croise origine, sociale et origine géographique, on se rend compte que, tous n'ont pas cette impression d'avoir, disposé des bonnes informations. Les jeunes issus de CSP favorisés, donc de catégories socio-professionnelles favorisées et qui vivent en agglomération parisienne, ils sont quasiment 80 à avoir cette impression. Par contre, les jeunes ruraux issus de milieux modestes, bah, ils sont un peu moins de 60. Donc on voit que c'est pas une réalité qui est partagée par tous. De la même manière, une fois qu'ils étaient en emploi, puisque comme on a les 12-30 ans, ça permet aussi d'avoir ceux qui débutent leur vie professionnelle, on leur a demandé: «Bah, est-ce que si vous pouviez revenir en arrière, vous auriez fait les mêmes choix d'études?» Et ce qu'on voit, c'est que 44 nous disent qu'ils auraient fait d'autres choix et quand on croise les jeunes femmes issues de CSP modestes, on est à 56. Ce que ça nous dit tout ça, c'est quand même une forme de potentiel ressentiment que les jeunes peuvent ressentir à l'égard des institutions scolaires, à l'égard de la société, avec des orientations pour certains et notamment les moins favorisés qui sont largement subies et qui emmènent, une fois qu'on est, un peu plus âgé, qu'on rentre dans la vie professionnelle, bah, des doutes et à potentiellement, comme là on le voit, une volonté, bah, si on avait pu de revenir en arrière. Et donc ça, c'est assez intéressant, notamment quand on leur demande, bah, qu'est-ce que c'est une bonne orientation et qu'est-ce qui vous a manqué, pour vous orienter? Parce que c'est ça qui va nous permettre, nous, associations, d'orienter nos actions pour justement, compenser ces inégalités. Alors ce qu'on voit dans les bonnes raisons, enfin dans les raisons qui ont poussé à une bonne orientation, le premier truc, c'est l'instinct qui est largement, plébiscité par les enfants d'ouvriers, les parents, la chance, les professeurs, le conseiller d'orientation et les mentors. Et donc on voit à travers cette catégorie et c'est pas mal de leçons que nous a donné la sociologie, c'est qu'en fait, c'est des formes de capitaux qui sont, largement inégalement réparties dans la société. L'instinct, c'est quelque chose de très sensible, de très singulier et donc selon le contexte dans lequel on va évoluer, il va être plus ou moins, poussé et nous donner plus ou moins d'informations sur le champ des possibles, qu'on peut faire, par exemple, dans les études supérieures. Idem pour les parents qui bénéficient de certains capitaux, pareil pour la chance, les professeurs et cetera. Et à l'inverse, ce qui leur a manqué pour ceux qui ont considéré qu'ils n'avaient pas eu les bonnes informations pour s'orienter, parce qu'on retrouve en premier, c'est de la confiance en soi et ensuite, la connaissance des métiers, des filières, le fait de vivre des expériences pro, ça vient après, mais le premier critère, c'est, la confiance en soi et ce qui est intéressant dans la meilleure connaissance des métiers, c'est que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes et donc là encore, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, comment est-ce que, hem cette différente répartition, cette inéquitable répartition des capitaux, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'association? Et là, j'en viens un petit peu plus aux solutions. Hem, L'idée, c'est de se dire, bah, le constat qu'on dresse avec ce baromètre, c'est que les jeunes d'origine modeste, ils mettent en principal la valeur travail, là où les jeunes d'origine favorisée, ils mettent beaucoup plus la valeur du diplôme. Certains manquent de capitaux scolaires, d'autres ont les bons capitaux scolaires. Certains manquent d'informations, d'autres ont un bon accès à l'information. Et donc l'idée, là, je vous ai mis quelques associations du collectif de l'ascenseur. L'idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut, apporter ces capitaux à ceux qui ne les auraient pas par, inégalité, sociale. Je vous ai mis ici l'exemple de Sofiane, qui est un jeune qu'on accompagne avec l'ascenseur parce qu'on a, nos bénéficiaires directs, on va dire, c'est les associations, mais on a aussi des jeunes qu'on accompagne en propre, qui sont des jeunes passés par des associations du collectif, qu'on appelle la génération ascenseur et donc ils Sofiane, je vous ai mis cet exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre jeune de ce groupe. Il a commencé par Viens voir mon taf, qui est une association qui permet à des jeunes de 3e de trouver un petit peu leur stage de leur rêve, et donc lui, ça lui a permis d'avoir les portes ouvertes chez Europe 1. Ensuite, il est passé côté Institut de l'engagement, qui est une association qui valorise, l'engagement des jeunes et les projets d'engagement et lui, son projet a réussi à convaincre, ce qui lui a permis d'intégrer Sciences Po sans passer les écrits par un partenariat entre l'association et l'institution. Et donc il y a vraiment cette idée il a reçu de la part des associations et ensuite il va redonner et donc il s'investit beaucoup encore aujourd'hui,
dans 2 associations du collectif, l'OFQJ, l'Office franco-québécoise pour la jeunesse, et Yes Academia. Il fait partie de la génération Ascenseur dont je vous ai parlé, et lui-même, maintenant, a créé son association qui s'appelle Place aux jeunes et qui permet à des jeunes de faire remonter des préoccupations pour ensuite en construire un plaidoyer, un petit peu plus politique. Donc c'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a une vraie nécessité, quand on voit que certains capitaux sont manquants à l'origine, de permettre à des associations d'intervenir de manière complémentaire, et c'est tout ce qu'on essaye de faire à l'Ascenseur. Parce qu'en fait, c'est très difficile de capter, certains jeunes, et un jeune qui franchit le pas d'aller dans une association, c'est assez rare et assez précieux, et donc en fait, une fois qu'il est rentré dans ce système-là, on essaye de le mettre en contact avec toutes les associations possibles, ce qui fait qu'un jeune qui peut venir pour, je sais pas, avoir besoin de mentorat avec Article 1, peut ensuite suivre des cours d'éloquence avec Eloquentia, puis trouver un emploi avec Mosaïque, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment cette idée de créer de la complémentarité, justement pour permettre à certains capitaux manquants, d'être retrouvés, dans le monde associatif. Voilà, ça c'était pour la partie éducation. J'espère que c'est à peu près, clair ce que je vous raconte et que ça vous plaît. Au niveau de l'insertion professionnelle maintenant, alors la phrase est un peu à rallonge, mais en gros, on leur a, demandé: «Est-ce que vous avez l'impression, alors que vous avez les bonnes compétences, les bonnes expériences, de vous limiter certaines fois dans les opportunités professionnelles?» 36 nous ont dit que oui. C'est une forme d'autocensure qui, on le voit, incombe beaucoup plus aux jeunes issus de la ruralité. Et quand on rentre un petit peu plus dans leur rapport au monde professionnel, ce qu'on voit avant tout, c'est beaucoup d'appréhension. Quand ils sont encore en études et qu'on leur dit, «Dans quelle mesure tu te projettes dans le monde professionnel?» Avec plus ou moins d'appréhension, 74 nous disent avec beaucoup d'appréhension, et 85 quand il s'agit d'enfants, d'ouvriers. Ça, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, le baromètre, il est sur la perception, et ce qu'on voit avec cette statistique, c'est que la perception se transforme en action. Ils ont une perception qui est de beaucoup d'appréhension à rentrer dans le monde professionnel. De surcroît, les jeunes qui viennent, de QPV sont 1,6 fois plus nombreux à avoir peur des discriminations au moment d'intégrer le monde professionnel. Et donc, ils vont développer des stratégies, et ce qu'on voit, c'est que 30 des jeunes ont déjà modifié des informations sur leur CV par peur de subir des inégalités, et au sein des QPV, c'est 44. Donc masquer un nom, masquer, un lieu d'habitation, masquer son genre, et cetera, c'est des stratégies que, parce qu'ils ont une certaine perception des inégalités dans notre société, ils vont mettre en place dans un second temps pour éviter, et par peur de ressentir des inégalités, et c'est une peur qui est assez fondée. Nous, on est sur la perception. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur de manière factuelle. Typiquement, chaque année, enfin, pardon, pas chaque année, assez rarement, mais quand même souvent, il y a, donc, je sais plus, tous les 3-4 ans, il y a une étude du gouvernement de testing, qui a pour objectif d'envoyer des milliers et des milliers de CV à des entreprises, et à chaque fois, d'envoyer 2 fois le même CV, mais avec seulement une caractéristique qui change. Ça peut être le nom, ça peut être l'origine géographique ou autre. Et ce qu'on voit, c'est qu'une personne avec un nom à consonance maghrébine doit envoyer 1,5 fois plus de CV pour espérer que son CV soit pris, donc même pas pour avoir le job, mais juste pour que son CV soit pris, par rapport à quelqu'un qui a un nom à consonance, française. Donc en fait, cette peur qu'ils ont des inégalités que nous on voit dans leur perception, elle est quand même fondée sur d'autres études factuelles qui montrent qu'en réalité, il y a quand même bien ces inégalités qui sont présentes dans le marché de l'emploi. Et de fait, ils vont avoir des stratégies pour s'en émanciper, ou en tout cas pour les contourner. Hem, quand on essaie d'être un tout petit peu plus spécifique sur quels sont les freins, du coup, que vous percevez au moment d'intégrer le monde professionnel, ce qu'on voit avant tout, c'est le manque d'expérience pro. Ensuite, on en a déjà parlé juste avant, le manque de confiance en soi, et puis ensuite toutes les difficultés un peu plus structurelles, de manque d'offres, dans le domaine, d'exigence de l'employeur, de manque de réseau, et cetera, et en 10e, en 4, 5, 6, en 7e position, les discriminations pour près d'un jeune sur 10 qui l'a ressenti. On ne sait pas s'il l'a subi, mais en tout cas qu'il l'a ressenti. Déjà, ça compte et c'est important. Hem, Tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple de Sofiane pour vous montrer le point de vue d'un jeune. On collabore aussi beaucoup avec des entreprises, et donc là, l'idée, c'était de vous dire, bah, tous ces freins que peuvent rencontrer les jeunes, comment est-ce que les entreprises qui souhaiteraient s'engager avec des associations membres du collectif de l'ascenseur, pourraient faire? Je vous ai mis quelques exemples. Typiquement, un collaborateur d'entreprise, il pourrait organiser un événement de recrutement et de job dating inclusif avec la fondation Mosaïque.
Ici, ça permettrait typiquement de, améliorer cet effet de difficulté à trouver un emploi dans son domaine. De la même manière, il pourrait dédier, 1 heure par semaine de son temps, voire une demi heure même, heu, chez Article 1, une association de mentorat pour aider un jeune à trouver un stage. Et là, encore une fois, bah, ça permet d'améliorer l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi, d'améliorer son réseau professionnel, et cetera. Il pourrait aussi proposer une mission de conseil à Alteraction, qui est une autre association, qui permet à des jeunes qui sont intéressés par le métier de consultant de se faire une première expérience professionnelle sur un cas d'usage d'entreprise. Ou encore, si jamais il a des vêtements en trop chez lui, notamment des costumes, il pourrait permettre à son entreprise de récolter d'autres costumes pour ensuite les donner à des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des costumes, afin qu'ils puissent se présenter dans les meilleures conditions à leur entretien d'embauche. C'est quelques exemples, mais pour vous dire que ce qu'on a fait et ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Sofiane, avec un jeune qui bénéficie de cet écosystème associatif, en fait, ça peut être totalement le cas aussi pour une entreprise qu'on inclut totalement dans, dans cet écosystème et qui, du coup, peut générer, des impacts assez positifs en s'appuyant sur ce collectif pour résoudre justement ces constats qu'on pose au travers du baromètre. Hem, il me reste 3 catégories. Je vais faire, un petit peu rapidement, il me reste 10 minutes. J'espère que ça vous intéresse. Au niveau du sport et de la culture qui sont quand même 2 caractéristiques assez importantes parce que, notamment chez les jeunes, parce que c'est imposé par l'école, c'est quand même très présent et c'est quand même un vecteur d'émancipation, et de construction de soi qui est assez fort. Donc c'était important pour nous de le mesurer. Au niveau du sport, ce qu'on voit, c'est que les jeunes globalement font du sport. 81 pratiquent du sport au moins quelques fois par mois. C'est plus qu'en 2024. Mais si on regarde du coup ceux qui n'en pratiquent jamais, on se rend compte, parce que c'est ça qui peut nous intéresser d'un point de vue associatif, c'est comment on permet à des jeunes qui n'en font jamais d'en faire peut-être un petit peu plus souvent. Ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement les jeunes femmes qui n'en pratiquent pas. Donc là où beaucoup d'inégalités auparavant étaient assez, centrées sur l'origine géographique ou sociale des jeunes, ici, c'est beaucoup le genre qui va jouer. Il y a 2,5 fois plus de femmes qui ne pratiquent jamais de sport par rapport aux jeunes hommes, et le chiffre de 9, on monte à 27 quand il s'agit du croisement des jeunes femmes issues de CSP modestes. Donc il y a plus d'un quart des jeunes femmes issues de CSP modestes qui disent ne jamais pratiquer de sport. Quand on va un peu plus dans le détail et qu'on essaye de voir est-ce que dans votre pratique du sport, vous avez déjà ressenti des inégalités, 56 donc plus d'un jeune sur 2 a déjà senti des inégalités de traitement dans sa pratique sportive. Et quand on essaye de questionner un petit peu, les conséquences que ça peut avoir de ressentir ces inégalités, de ne jamais pratiquer de sport, enfin pardon, de ressentir des inégalités, on voit qu'il y a 40 des jeunes qui ont déjà renoncé à un sport qui les intéressait. Et encore une fois, une proportion un petit peu plus supérieure des femmes par rapport aux hommes. Les critères, c'est en premier le manque d'argent et ensuite plutôt des caractéristiques, liées au regard des autres, ne pas se sentir à sa place ou géographiques, le fait de ne pas avoir de club ou d'équipement près de chez soi. Et là encore, c'est intéressant parce qu'on ce qu'on voit, c'est que si on veut améliorer ce 9 des jeunes qui ne font jamais de sport, comme on sait qu'on a une proportion plus élevée de jeunes femmes et que par ailleurs, ce qui touche le plus les jeunes femmes, ce sont la peur du regard des autres, et ben, on peut se dire que l'action associative qui serait dirigée dans ce sens-là pourrait être plus efficace que d'autres actions. Et évidemment, le manque d'argent, avoir des équipements, neufs, de qualité, près de chez soi, c'est aussi des choses qui sont importantes. Au niveau de la culture, on a posé les mêmes questions. 71 des jeunes pratiquent au moins quelques fois par mois une activité culturelle, mais parmi ceux qui n'en pratiquent jamais, cette fois-ci, c'est pas le genre, c'est plutôt l'origine, sociale. On voit que les jeunes issus de CSP modestes sont 2,5 fois plus nombreux à ne jamais pratiquer d'activité culturelle, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de de ressenti élitiste envers certaines, institutions qui poussent à se censurer. Le trait vert, c'est l'ensemble des jeunes, le trait orange, c'est les jeunes issus de milieux, modestes, et ce qu'on voit, c'est que le décalage commence à se créer quand on va au théâtre, alors qu'au cinéma, 87 se sentent à leur place quand ils vont au cinéma. Par contre, on est à seulement 41 pour les jeunes issus de milieux modestes quand il s'agit du théâtre. Hem, de fait, on leur a posé la même question que pour le sport. Est-ce que vous avez déjà ressenti des inégalités de traitement dans vos pratiques culturelles? Et là, encore une fois, bah, 58 nous disent qu'ils ont déjà ressenti des inégalités de traitement,
une proportion qui monte beaucoup plus quand on parle des jeunes qui vivent au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville et 64 pour ceux qui viennent de milieux modestes. On leur a demandé les raisons et donc ce qu'on voit, pareil que pour le sport, c'est d'abord l'argent, les inégalités économiques et ensuite le regard des autres, le sentiment de représentation. Donc là, l'exclusion, la non-appartenance, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le cinéma, notamment avec les travaux du collectif 50-50 qui montrent que, les jeunes racisés qui viennent de milieux ruraux et cetera, sont moins présents dans certains films ou en tout cas ont des rôles, qui sont très biaisés ou en tout cas très, caricaturaux. Des difficultés à faire entendre sa voix et ses idées et puis des discriminations liées à une caractéristique, personnelle. Ici, tout à l'heure, je vous ai montré un jeune, ensuite je vous ai montré une entreprise. On travaille beaucoup aussi avec la puissance publique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces associations peuvent s'inscrire aussi dans des politiques publiques, et arriver en complémentarité. Ce qu'on voit dans certaines études, notamment du gouvernement, c'est qu'un jeune, lorsqu'il va décrocher scolairement, il va coûter ensuite à peu près 340 000 € à la société, soit sur l'ensemble des jeunes décrocheurs, 25 milliards d'euros par an. C'est ce qu'on appelle des coûts évités lorsque, par une action qui empêche le décrochage, on évite la dépense de ces coûts-là. Et ce qu'on voit dans ces associations, je vous en ai mis quelques exemples ici, qui font partie du collectif de l'ascenseur et qui travaillent soit dans le sport, soit dans la culture, de gauche à droite. Euh, c'est qu'en fait, elles vont avoir une action non pas seulement sur permettre à des jeunes de faire plus de sport ou permettre à des jeunes de faire plus de culture, mais aussi une action sociale. On parle de socio-sport, notamment parce que typiquement des associations comme l'École des 15 sur le rugby, Faites le mur sur le basket, Sport dans la ville sur plusieurs sports différents ou Diambars sur le foot, elles vont aider aussi les jeunes, que ce soit sur de l'aide aux devoirs, sur le fait de repérer des fois de manière plus précoce et plus précise le décrochage scolaire ou même des fois le harcèlement scolaire. Elles vont avoir une action qui va entourer la vie des jeunes au-delà du sport et donc avoir un impact assez positif sur la société dans son ensemble parce que potentiellement éviter le décrochage scolaire. Et on a exactement la même chose dans la culture, ici avec Cinéma pour tous qui permet à plein de jeunes d'avoir des ciné-débats, au réseau Montmartre qui permet aux tout petits d'avoir accès à de la garde d'enfants artistique avec des artistes, moteurs sur le cinéma, 1000 visages sur la représentation, etc. Donc il y a vraiment cette volonté de se dire, on permet aux jeunes de faire plus de sport ou plus d'activités culturelles, et en plus de ça, on agit de manière précoce sur le fait d'éviter qu'ils décrochent scolairement, repérer les signaux faibles du harcèlement scolaire ou autre, aide dans le soutien aux devoirs, etc. etc. Donc il y a vraiment cette dimension sociale qui est très importante. Voilà, donc j'espère en tout cas que je ne vous ai pas déprimé parce que je vous ai quand même à chaque fois j'ai essayé de vous montrer des solutions, mais bon, j'ai conscience que ces chiffres sont pas réjouissants. Je termine quand même sur l'engagement citoyen qui est un chiffre plutôt cool. On a demandé aux jeunes: «Est-ce que vous vous sentez légitime pour vous engager?» Et ce qu'on voit, c'est que 80 d'entre eux nous disent que oui. Donc on a un vivier potentiel d'engagement dans la jeunesse qui est extrêmement fort. Mais vous me direz, se sentir légitime, c'est pas, passer à l'action, c'est pas forcément derrière s'engager, réellement. Donc on leur a demandé: «Est-ce que vous êtes déjà passé, à l'action?» Là, on a 56 ce qui est, un petit peu plus faible, mais quand même plus d'un jeune sur 2 qui passe à l'action en matière d'engagement. Et ce qui est assez chouette, je trouve, c'est que 66 des jeunes issus de QPV, passent à l'action. C'est-à-dire que, et on l'a vu dans toute la présentation, ce sont des jeunes qui vivent dans donc quartier prioritaire de la politique de la ville, qui vivent dans des milieux qui cumulent certaines inégalités, notamment économiques, liées à l'emploi, etc. Mais qui, par ailleurs, alors même qu'ils subissent plus d'inégalités, vont être ceux qui passent le plus à l'action en matière d'engagement. Voilà, donc je voulais quand même terminer sur cette petite touche positive. Je vous remercie. Je vous invite si ça vous intéresse, à suivre les comptes de l'ascenseur si vous souhaitez être tenu au courant de l'actualité, des associations, de l'ESS, de tout ce qui est égalité des chances. Et puis j'essaye moi de mon côté aussi sur Instagram et LinkedIn de faire plutôt des décryptages un petit peu d'études ou de choses en lien avec la justice sociale. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu et très preneur d'avoir vos retours, vos questions.
Merci beaucoup, Jérémy. C'était très clair. Donc, n'hésitez pas, on passe à la partie questions pour un quart d'heure. N'hésitez pas à les poser dans la partie donc, Q&A en bas de votre écran. Peut-être une première question pour lancer le débat avant de reprendre les premières questions posées dans le chat. En quoi, selon toi, c'est important dans ce moment politique et dans la perspective de 2027 de produire de la donnée et ce type de données, c'est-à-dire sur le ressenti et la perception, et quelle place tu penses que ça peut avoir dans le débat public? Bah, c'est une bonne question. Moi, le sujet de ma thèse, je vous en ai pas trop parlé, mais c'est pas mal lié à ça. C'est sur le lien entre la quantification et la justice sociale. Comment le fait de mesurer et comment les chiffres nous influencent dans notre manière de percevoir la justice. Et je pensais pas, en commençant ma thèse ou en initiant ce baromètre il y a 2 ans, que ça allait être autant d'actualité quand on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal euh, d'organismes, notamment d'extrême droite, avec plus ou moins de rigueur, qui vont créer des statistiques pour créer de l'argumentaire. C'est important aussi de faire un petit peu contre-pouvoir et d'avoir des statistiques qui permettent, de notre côté aussi, de montrer une réalité qui nous est importante. Ici, notamment, le fait qu'on ait beaucoup d'inégalités, que tous les jeunes ne ressentent pas les mêmes inégalités, et que donc il faut avoir des actions spécifiques de la part des pouvoirs publics. Donc il y a vraiment cette idée de s'inscrire dans un récit plus global et de permettre d'avoir des arguments de plaidoyer un peu robustes et le plus rigoureux et scientifique possible. Et de l'autre côté, le fait d'avoir une cohorte de 2000 jeunes, ça coûte de l'argent, mais c'est un coût qu'on justifie par le fait qu'on a envie que ça serve au pouvoir public. Notamment dans la perspective de 2027, on aimerait qu'il y ait des candidats qui puissent se baser sur des outils comme ça pour construire leur programme. Et donc, c'est pas pour rien que j'ai insisté sur des fois les croisements, jeunes femmes issues de milieux ruraux, jeunes hommes issus de CSP défavorisés, etc. Parce qu'en fait, on se dit que si on veut être le plus efficace possible, notamment dans des recommandations politiques ou dans des programmes électoraux, c'est important d'avoir cette finesse de vue pour derrière proposer des solutions qui soient vraiment très précises. Donc, pour répondre, je pense qu'il y a vraiment ces deux points-là, être le plus précis possible du point de vue des politiques et s'intégrer dans une guerre des récits, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, plus globale et dans lesquelles on a envie de jouer une part. Merci beaucoup. Donc une première question peut-être de Jean-Claude qui demande si l'éducation par le sport aide à lutter contre la violence et à favoriser la mixité sociale. Quel lien vous faites entre ces différents sujets? Alors, je ne suis pas expert du sport, donc je serais très mal avisé pour vous donner des études, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder tout ce qui est sociosport. C'est vraiment cette catégorie de la sociologie qui s'intéresse justement aux effets positifs du sport sur, ou pas forcément que positifs d'ailleurs. Euh, Moi, de ce que je sais, donc ça, voilà, prenez-le ou pas. Ce que j'ai vu dans certaines études, c'est qu'en fait, on n'est pas tous égaux face au sport. Et notamment, Bernard Lahire l'a pas mal montré dans un livre qui s'appelle Enfance de classe. Ce qu'on voit, c'est que deux jeunes qui font le même sport, donc imaginons deux jeunes qui jouent au foot, selon leur origine sociale, ils vont pas avoir tendance à apprendre les mêmes compétences. Quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé, il va faire du foot et il va développer des compétences plutôt de compétitivité, de leadership, qui vont lui être très utiles dans sa vie future. Quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt modeste, il va être beaucoup plus dans un jeu collectif, s'amuser, se faire des amis, etc. Et donc, encore une fois, ça va développer d'autres caractéristiques, mais qui sont peut-être potentiellement un peu moins valorisantes sur le marché de l'emploi tel qu'il est actuellement. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, ce que je perçois moi de mon côté, c'est que toutes les pratiques sportives ne permettent pas cette mixité, ne permettent pas de tirer tous les jeunes vers le haut. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur l'aspect socio-sport, c'est parce que les associations qui y parviennent, elles ont des dispositifs qui sont vraiment dédiés à une action éducative ou dédiés à une action de soutien scolaire, de mixité, de lutte contre le harcèlement, etc. Mais que ce n'est pas toutes les pratiques sportives qui le permettent. C'est vraiment parce qu'elles s'intègrent dans un dispositif avec des données probantes, avec un discours scientifique robuste derrière. Et là, ça a des effets positifs, mais sinon, ce n'est pas forcément toujours le cas. Merci. Il y a Carole qui évoque les enjeux de dépression post-Covid, d'éco-anxiété, d'état du monde de l'économie voilà, qui touche les jeunes. Est-ce que vous l'avez vous aussi constaté? Oui, alors, si vous me permettez, tac.
peux vous repartager quelques chiffres parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Hem, Hop, une petite seconde, voilà. Je vous en ai pas parlé, c'est dommage, mais bon, il fallait faire des choix parce que le format est contraint. Mais comme ça Carole, vous me tendez une perche, donc c'est merveilleux. Au niveau de la santé mentale, c'était quand même un axe très important. D'une part, parce que c'est la grande cause du gouvernement et donc c'était important pour nous aussi d'en dresser une forme de bilan, de constat, parce qu'il est vrai que depuis le covid, c'est catastrophique lorsqu'on regarde la santé mentale des jeunes, donc c'était hyper important pour nous de l'intégrer. On a quelques chiffres. D'une part, on leur a fait un petit piège, on leur a donné plusieurs éléments de définition, certains étant vraiment ceux de l'OMS, d'autres étant des choses qu'on a inventées. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a que 65 des jeunes qui citent un des 2 éléments et seulement 12 qui citent les 2 éléments, de la définition. Donc au-delà de ressentir un problème de santé mentale, il y en a très peu qui savent vraiment de quoi on parle quand on parle de santé mentale. Et donc ça, c'est important parce que si derrière on veut les orienter, il suffit pas de dire: «Bah, prends en main ta santé mentale», encore faut-il qu'ils sachent de quoi on parle. Et on le voit sur la manière dont ils ont de parler à leurs proches. Heu, le les endroits où ils ont le moins de difficultés, c'est dans leur famille. Vient ensuite le monde, les professionnels de santé et ensuite leurs camarades de classe. Mais ça, encore une fois, c'est pas partagé par tous. Typiquement, les jeunes femmes ont plus de difficultés à parler à leur famille que les jeunes hommes. Les jeunes issus de milieux ruraux ont plus de mal à parler à des professionnels de santé que les autres et les jeunes issus de milieux de CSP, pardon, modestes, ont plus de mal à parler à leurs collègues de travail ou leurs camarades de classe. Donc encore une fois, bah, ça dit beaucoup de choses. Je développe pas trop pour, être bref, mais je pense qu'il est le plus important, c'est le renoncement à une aide médicale. Comme vous le disiez, on le voit depuis le covid, il y a beaucoup de jeunes qui ont ce besoin d'être accompagnés. Il y a eu quelques dispositifs qui ont été mis en place, mon soutien psy et cetera, mais qui n'est pas forcément suffisant. On le voit à travers ces différents chiffres. Il y a une vraie méconnaissance des enjeux de santé mentale et des vraies difficultés, selon qui on est, selon notre identité, à aller parler à des proches ou à des professionnels, voire même certains jeunes qui, renoncent à aller vers une aide médicale alors même qu'ils en auraient besoin par peur des inégalités. Hem, voilà et quand on cite les raisons, il y a évidemment l'argent, le délai d'attente, le fait de ne pas être à l'aise avec son corps, les discriminations. Hem, voilà, bon, je pourrais plus développer si besoin, mais c'est pour donner quelques éléments. Je suis pas expert de ça, encore une fois, mais au moins ça vous donne quelques billes et si vous voulez creuser sur cette question santé mentale, vous avez tous les résultats sur le site de l'IFOP et de l'Ascenseur. Merci. Il y a 2 questions sur, ta dernière partie, sur l'engagement. Est-ce que tu Mmh peux préciser, le type, d'actions qui sont menées mh. par, les jeunes? Et est-ce que, tu as davantage de données sur la durée de l'engagement, de ces jeunes et quels sont les formats dans lesquels ils s'engagent? Ouais. Ben, déjà, pour 1re info, c'est, rester attentif parce que, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer dans le prochain baromètre, donc celui de 2027. On n'a pas beaucoup de données sur celui-là, au niveau de l'engagement. Par contre, au niveau de ce qu'on appelle engagement, on a essayé d'avoir une définition un peu plus large, de ce qu'est l'engagement. On le voit notamment avec les travaux de la sociologue Anne Muxel qui s'est beaucoup, attardée sur ces enjeux-là. Il y a une forme de mutation de l'engagement, là où avant on avait un engagement traditionnel qui était, s'engager au sein d'un parti politique ou s'engager dans une association. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui arrivent, il y a le fait de faire un geste au quotidien qui est important pour des jeunes et donc nous, c'était tout autant de sujets de préoccupation qu'on a essayé d'intégrer pour avoir une définition le plus large possible de l'engagement et que tous puissent se sentir, représentés. Encore une fois, ce qu'on voit, on leur a demandé: «Bah, puisque vous passez à l'action en matière d'engagement, de quoi on parle?» Et ce qu'on voit, c'est que le premier truc qui vient, c'est faire un geste du quotidien, donc aider, nos voisins dans notre quartier, aider des jeunes et cetera. Faire du bénévolat, créer un collectif ou rejoindre un collectif, s'engager dans un parti syndical, manifester ou signer des pétitions. Donc en fait, vous voyez que ces 4 derniers sont plutôt des formes d'engagement traditionnelles. Gestes du quotidien, c'est plutôt des choses, difficiles à définir, évolutives et qui sont assez floues. Et agir via les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui touche quand même un jeune sur 4. Donc on observe cette mutation
de la manière de s'engager. On confirme qu'il y a quand même un intérêt pour les formes d'engagement traditionnelles. Et dans le prochain baromètre en 2027, on aimerait beaucoup plus pousser cet angle-là pour être encore plus précis et mieux le délimiter. Merci. Il y a une question qui part du livre d'Elisabeth Borne qui propose un pacte pour la jeunesse. Et donc, elle s'interroge, semble-t-il, notamment sur notre obsession du diplôme et notamment sur les masters qui précarisent beaucoup et débouchent souvent sur des frustrations. Donc, la question est de savoir ce que vous pensez de ce point. Alors, j'imagine pas du livre, mais de sur l'obsession du diplôme, justement. Ah, en 6 minutes qui me restent, c'est pas facile. Ça pourrait être un sujet de thèse. Euh, les, les... Deux choses. Je pense que d'abord, le constat, c'est de se dire que moins on a de diplômes, plus on a de chances de subir le chômage ou la précarité. Et ça, il y a plein d'études qui le montrent. En fait, plus on a un diplôme élevé, plus c'est facile de s'insérer professionnellement dans la société. Ce qui ne veut pas dire que quand on n'en a pas, c'est impossible, loin de là. Mais de manière générale, on augmente nos chances. De l'autre côté, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la massification scolaire, où il y a de plus en plus de jeunes qui ont des diplômes qui sont de plus en plus élevés. Il y a 50 ans, le fait d'avoir un master, c'était quand même assez rare. Aujourd'hui, ça correspond à une grande partie d'une classe d'âge. Mais par contre, parmi tous ceux qui arrivent à obtenir des études, enfin des diplômes, pour reprendre la question, on voit qu'il y a une sous-représentation des classes populaires. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais vraiment le gap entre le lycée et l'université pour les enfants d'ouvriers versus les enfants de cadre, c'est quasiment du x2, voire x3, je crois. Et quand on regarde dans les études les plus élitistes, c'est moins d'un enfant d'ouvrier sur 10 qui est dans des grandes écoles, notamment écoles de commerce. Et quand on regarde vraiment l'élite de l'élite, notamment Normal Sup, je crois que c'est 3% des enfants d'ouvriers qui se retrouvent à Normal Sup. Donc, d'un côté, le diplôme favorise l'insertion professionnelle. De l'autre, vu qu'il y a de plus en plus de diplômes, le diplôme n'est plus vecteur de salaire élevé, parce qu'on se retrouve tous avec des bac+5. Enfin, en tout cas, il y en a de plus en plus qui ont ce type de diplôme. Et donc, de fait, ça dévalue sa valeur sur le marché de l'emploi. De surcroît, quand on a de moins en moins d'enfants, parmi les moins favorisés qui ont ce type de diplôme, les inégalités, du coup, s'accroissent encore plus parce que eux, qui ont moins de diplômes, leur valeur travail et leur valeur salaire va encore plus diminuer. Donc je pense que aussi un choix de société, de est-ce qu'on emmène de plus en plus de jeunes vers des diplômes ou est-ce qu'on garde des diplômes de plus en plus sélectifs. Euh, Ce qui, moi, à titre personnel, me fait un peu plus peur, c'est que j'ai l'impression que le marché de l'emploi, le salaire, la valorisation de ces diplômes n'est pas du tout indexé à leur valeur sociale et sociétale. Typiquement, aujourd'hui, un jeune qui voudrait faire de la philosophie, de la sociologie, de l'archéologie ou ce type de discipline, c'est des disciplines qui sont immensément importantes pour l'humanité, pour notre société, pour créer du commun, qui sont très faiblement valorisées sur le marché de l'emploi. Est-ce à dire qu'il faut supprimer ces filières-là des universités? Je l'espère de tout mon cœur, certainement pas. Mais pour autant, c'est un petit peu enfin, je ne sais pas à quel point Elisabeth Borne développe ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu cette volonté de valoriser certaines filières qui participent à la productivité globale du pays, les filières mathématiques, ingénieurs, etc., au détriment de beaucoup d'autres qui sont pour autant importantes. Bon, j'ai disséminé quelques bribes d'analyse. J'espère que ça vous va, mais en gros, inégalité scolaire, origine sociale, massification scolaire et quelle valeur collectivement on souhaite apporter au diplôme, c'est un peu ma grille d'analyse. Après, j'ai pas lu le livre, donc je pourrais pas en dire beaucoup plus. Merci. Alors peut-être une dernière question pour une réponse très rapide. Et je vais transmettre à Jérémy l'ensemble de vos questions, remarques et réactions, évidemment. Une question sur la place des jeux vidéo. Est-ce qu'elles sont vues comme des pratiques culturelles d'une part, et pourquoi ce n'est pas le cas si elles ne sont pas prises en compte de cette manière? Et donc, est-ce qu'il y a un besoin de dire la personne est sortie de chez elle pour définir cela comme une pratique culturelle? Donc, en gros, comment vous définissez cette pratique culturelle, encore une fois, en quelques mots? Merci. Nous, parce que donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours un nombre contraint quand on fait des sondages comme ça, et quand on essaie d'être exhaustif sur plein de catégories différentes, c'est toujours difficile parce qu'on peut pas aller
le plus spécifiquement possible. Donc là, on s'est dit qu'on allait prendre les 4 grands piliers, cinéma, théâtre, musée, et cetera, concert, qui pour nous représentent une forme de culture établie, reconnue par les jeunes. Il est vrai, et je ne sais pas pourquoi j'y avais pas pensé, que les jeux vidéo sont extrêmement importants, et de surcroît, qui touchent beaucoup les jeunes. Moi, le premier. Donc, à ajouter au prochain baromètre, parce que très intéressant. Merci beaucoup. Il y a encore pas mal de questions, un peu plus d'une vingtaine. Ok, Ce que je disais, c'est que je vais les transmettre à Jérémy. Si vous souhaitez, si Jérémy est en mesure de le faire, laissez-nous votre petit mail pour que je puisse le lui transmettre, puisque là, j'ai pas accès à vos coordonnées dans le chat et dans la mesure de possible, Jérémy peut-être vous répondra. Merci beaucoup pour cette présentation, ces éléments de discussion. L'ensemble du baromètre est disponible sur votre site. Le replay sera disponible aussi sur le site du Pacte et puis sur les réseaux sociaux. Merci à Jérémy pour ton temps. Et puis merci à toutes et tous pour ce matin. Vous étiez nombreux et nombreuses à suivre ce webinaire. Merci et à très bientôt. Merci Jérémy. à tout le monde, merci À beaucoup. bientôt.